Voici des images d'un astronaute de la National Aeronautics and Space Administration conduisant un rover sur la Lune, et d'autres de moi avec le nouveau rover que la National Aeronautics and Space Administration y emmène. Nous entamons une nouvelle course à l'espace. Les États-Unis veulent bâtir une base lunaire au pôle Sud avant 2030. Pour cela, ils ont besoin d'un rover. Je suis donc allé en Californie visiter l'entreprise qui construit le prochain rover lunaire de la National Aeronautics and Space Administration. Et disons simplement que les choses sont devenues un peu folles, mais ils ne vous ont pas laissé emmener celui-ci au drive-in du McDonald's. Non, non. J'ai eu la chance de passer une journée chez Astrolab à jouer avec leur rover, guidé par leur président-directeur général et ingénieur en chef. Bienvenue à notre siège de Hawthorne, Californie. J'ai travaillé toute ma carrière dans la robotique spatiale. J'ai commencé au Jet Propulsion Laboratory et j'ai travaillé sur plusieurs des rovers martiens. J'ai travaillé sur Spirit, Opportunity et Curiosity. Après l'atterrissage de Curiosity sur Mars, je suis allé chez SpaceX et j'ai travaillé sur le programme Dragon. Je suis Ryan Spelling, je suis l'ingénieur en chef ici. Et j'ai une longue expérience de travail au Jet Propulsion Laboratory ou pour le Jet Propulsion Laboratory sur des programmes martiens. J'ai conçu chaque bras robotique sur Mars. Astrolab a été fondé en 2020 pour améliorer l'avenir de l'humanité en créant des véhicules pour la Lune et plus tard, Mars. Le président-directeur général Jarrett, qui m'a fait visiter, a travaillé des années chez SpaceX comme ingénieur principal avant de se consacrer au rover lunaire. Imagine qu'on atterrit sur Mars. Que faire ensuite? Pour commencer à fabriquer du carburant, installer de l'énergie ou quoi que ce soit d'autre. Et donc la conclusion était, vous savez, qu'il nous faut essentiellement une plateforme de mobilité pour... Comment déplaçons-nous les choses? D'accord, et il faut juste résoudre le dernier kilomètre. Astrolab a résolu ce problème du dernier kilomètre avec son rover phare Flex. Flex est le plus grand rover conçu pour la Lune. Il a été conçu pour transporter du matériel et effectuer des tâches afin de soutenir les astronautes d'Artemis au cours des prochaines années. Comme pour Apollo et leurs véhicules lunaires, les astronautes d'Artemis auront aussi besoin d'un moyen de se déplacer sur la Lune. Comparons l'ancien buggy lunaire à Flex. La première chose que l'on remarque avec Flex, c'est sa taille bien supérieure à celle de l'ancien véhicule lunaire Apollo. L'ancien rover mesurait un peu plus de 3 mètres de long et pesait 210 kg à vide. Il pouvait transporter environ 500 kg autour de la Lune pour les astronautes et leur équipement. Passons à Flex. Il est beaucoup plus grand et a été capable de déplacer 1600 kg de masse autour de la Lune. C'est comme se promener en transportant 20 personnes. 2 rovers conçus pour la Lune avec des objectifs radicalement différents. Apollo a aidé les astronautes à se déplacer, tandis que Flex incarne l'avenir de l'économie spatiale, alliant grande capacité de charge utile et autonomie. Je pense qu'on devrait l'essayer. Voici notre prototype terrestre du rover Flex. Donc oui, il suffit de monter comme ça. D'abord, on se lève, d'accord? On est en mode crew down. Comme vous l'avez vu, monter et descendre est facile, oui. Montez! Oui, encore une fois, tout est question d'optimiser le temps utile pour les astronautes. Oui. C'est une autre fonctionnalité. Donc maintenant, nous sommes à Drive Hide et je vais conduire un peu, puis je te passerai le volant. Jared veut d'abord me montrer les différentes façons dont Flex peut conduire. Comme une voiture passant de 2 à 4 roues motrices, Flex offre plusieurs modes de conduite. Ceci est la transmission intégrale standard. Donc nous avons les 4 roues motrices et directrices et la direction est intuitive. Il suffit de tourner vers où vous voulez aller. Nous avons aussi plusieurs modes de conduite. Alors arrêtons-nous une seconde pour réaliser un virage sur place. Oui. Ça dirige toutes les roues en cercle. Maintenant, si on resserre ça, on peut tourner sur place, faire un demi-tour sur place. J'aurais aimé que ma voiture puisse le faire. Mais nous pouvons aussi faire ce qu'on appelle ici le crabe. Ah d'accord. Alors pourquoi tu n'essaierais pas celui-ci? Tu serres le Deadman et ensuite tu tires vers la droite. Tire ça, par ici. Ouais, donc maintenant on avance, tu sais, parfaitement latéralement. Vas-y, à droite ou à gauche. Et est-ce que c'est vraiment aussi rapide pour passer d'un mode à l'autre sur la Lune? Maintenant que j'avais terminé le tutoriel, j'ai eu la permission de l'essayer. Maintenant, je sais ce que vous pensez parce que je me posais la même question. Combien ça coûte ce truc-là?
Astrolabe a décroché un contrat National Aeronautics and Space Administration pouvant aller jusqu'à 2 milliards de dollars pour développer Flex. Donc je devais poser la question. Et est-ce que le prix d'un exemplaire entièrement assemblé est à public? Non, ça n'est pas public. Si tu demandes, c'est que tu ne peux pas te le permettre. D'accord, oui. J'ai fait de mon mieux. Maintenant, je voulais vraiment approfondir pourquoi Flex a l'air si différent par rapport au lifetime value de l'époque Apollo. Dans les années 1970, ils ont ajouté leur rover tardivement. Pendant Apollo 11 et 12, les astronautes ne pouvaient que marcher, donc ils ne pouvaient explorer que quelques centaines de mètres autour du module lunaire. Donc, à partir d'Apollo 15, ils avaient enfin développé le véhicule lunaire, mais c'était essentiellement juste un buggy, vraiment utile seulement pour transporter les astronautes. Et comme on pourrait s'y attendre, Flex est différent. Au moins pour les prochaines missions Artemis, n'est-ce pas? La cadence sera d'environ une fois par an. L'équipage atterrit et reste sur place jusqu'à 2 semaines. Vous savez, le lifetime value pourrait être amené à soutenir une mission ici, puis à aller dans un endroit complètement différent avant que la prochaine mission habitée n'arrive. D'accord, toi, mais comment contrôler un rover qui est sur la Lune depuis ici sur Terre? Donc, notre objectif est généralement de faire ce que nous appelons l'autonomie supervisée. Donc, il y a toujours des opérateurs impliqués, mais ils ne contrôlent pas le rover avec un joystick. La lumière met 1,3 secondes pour atteindre la Lune, puis 1,3 secondes pour revenir, soit près de 3 secondes pour envoyer un message à Flex et obtenir une réponse. Ce serait comme essayer de jouer à un jeu vidéo, un mauvais décalage. Ça semble être une mauvaise idée et ça a déjà mal tourné auparavant. Les Russes ont utilisé les rovers Lunokhod de cette façon, mais cela a finalement causé leur perte. En 1973, les Soviétiques ont piloté depuis la Terre des rovers lunaires grâce à des images télévision et un joystick. Il n'y avait pratiquement aucune autonomie à bord. Ils ont conduit Lunokhod 2 dans un cratère escarpé couvercle ouvert et l'ont recouvert de poussière. Cette poussière a fini par remplir les radiateurs et a provoqué sa surchauffe. Faute de réagir à temps à cause du décalage, ils n'ont pas pu sauver le rover. Flex utilise donc une autonomie supervisée. Les opérateurs se servent principalement de la vue caméra et cliquent pour diriger le rover. C'est ensuite à Flex d'utiliser ses algorithmes intégrés pour trouver un chemin sûr jusqu'à cet endroit. Pour que cela fonctionne, il faut d'excellents capteurs et caméras sur le rover afin que Flex ait toutes les informations pour rester en sécurité. Nous avons à chaque coin des caméras d'éclairage, de navigation et de détection des dangers, ainsi que des caméras qui observent la zone de travail du bras. J'ai même pu entrer dans leur atelier où ils testaient ces capteurs. Derrière moi, vous voyez ce qu'on appelle Ground Dog. Ce qui se passe ici, c'est que cela représente essentiellement notre système de perception sur Flex. Vous devez être capable de détecter et de percevoir les dangers suffisamment à l'avance pour pouvoir avertir les astronautes ou effectuer un freinage d'urgence. Qu'est-ce que vous entraînez les rovers à pouvoir voir? Parce qu'ici, évidemment, on les entraîne à ne pas heurter l'enfant qui saute sur la route. Sur la Lune, qu'est-ce qu'on surveille? Oui, excellente question. D'une façon, c'est un problème plus simple. Oui, il n'y a pas d'enfant ici. Oui, parce que tout reste plus ou moins en place pour la plupart. Oui, tu sais, le défi concerne surtout les conditions d'éclairage. Oui, c'est parce que tu es au pôle sud, non? Oui, bien sûr. Le soleil est toujours au soleil. C'est toujours comme si tu conduisais en direction du soleil. Ouais, c'est... Et c'est horrible, c'est horrible. Donc toutes les caméras, tout ce qu'on a, c'est... Si tu vas vers le soleil, ils ne voient rien. Comment les caméras résolvent-elles ce problème? Nous utilisons l'infrarouge. Tandis que les voitures terrestres utilisent des capteurs et caméras visibles, les caméras de Flex fonctionneront en infrarouge pour une raison précise. La majeure partie de la lumière du soleil se trouve en réalité dans la partie visible du spectre. Grâce aux caméras infrarouges, Flex évite l'éblouissement et gagne un autre avantage. En installant des lumières FAM sur Flex qui fonctionnent dans l'infrarouge, ils peuvent éclairer ces zones d'ombre et détecter tout obstacle dangereux sans inonder complètement la zone de projecteurs puissants. Cela aide les astronautes à se déplacer en toute sécurité sur la Lune, mais permet aussi d'économiser énormément d'énergie en utilisant jusqu'à 90% de moins que les barres lumineuses optiques traditionnelles qui permettraient simplement aux astronautes de voir directement dans les ombres. En combinant ces caméras, l'éclairage et le lidar, Flex sera entièrement équipé de tout ce dont il a besoin pour détecter rapidement les dangers, avertir les astronautes par des alertes et des notifications sonores et, si nécessaire, prendre le contrôle d'urgence aux astronautes et éviter le premier accident de voiture sur la Lune. Rassuré sur la sécurité de Flex, je voulais connaître sa vitesse. Les images de conduite vues montrent seulement 25% de sa vitesse maximale.
Et je pense qu'ils veulent aller encore plus vite. Astrolab collabore avec Venturi, société européenne de véhicules électriques, ayant fourni roues et batteries, et passionné de vitesse. Venturi a une longue histoire dans les véhicules électriques. Ils détiennent les records du monde de vitesse pour voitures et motos électriques établis sur la piste de la navette spatiale Kennedy. Oui, c'est tellement drôle. La National Aeronautics and Space Administration exige que le rover atteigne 15 km/h, mais le record est légèrement supérieur. Lors d'Apollo 16, ils ont organisé le Grand Prix lunaire. L'astronaute John Young a descendu le rover Apollo pour tenter de battre le record, atteignant 17 km/h. Et j'ai le sentiment qu'Astrolab va essayer de battre ce record au cours des prochaines années. À la fin de la visite, Jarrett a décidé d'accélérer le rover à sa vitesse maximale. Voici à quoi cela ressemblait. Vitesse maximale en avant. Oh là là! Je ne sais pas si ça a l'air rapide, mais ça donne cette impression, oui. Peux-tu imaginer conduire aussi vite sur la Lune, rebondissant avec seulement un sixième de la gravité? Ça semble amusant. L'une des premières choses que j'ai remarquées à propos du rover, ce sont les roues. Ils ont littéralement dû réinventer la roue pour la Lune. Les pneus sont essentiels au système de suspension. C'est littéralement là où le caoutchouc rencontre la route. Mais dans ce cas, nous ne pouvons pas utiliser de caoutchouc parce que la Lune est tellement froide, oui, et c'est un vide absolu dans lequel le caoutchouc ne tient tout simplement pas. Il devient pratiquement aussi dur que du verre. Il devient très cassant. Bien sûr. Ce qui est intéressant avec ces roues, c'est que plus vous mettez de masse dessus, plus elles ont d'attraction. Parce que ça répartit la surface inférieure en l'écrasant et en la comprimant. Exactement, comme des pneus linéaires. Les roues sont composées de câbles et de ressorts complexes. Comprimées, leur surface inférieure s'aplatit, améliorant ainsi l'adhérence. C'est le pneu avec la meilleure traction jamais testée par la National Aeronautics and Space Administration. Vraiment? Oui. Et de quoi est faite cette surface extérieure? On dirait presque du feutre. C'est du Nomex, un matériau ignifugé. Oui, bien sûr, bien sûr. Ou par balle. Kevlar. Kevlar et Nomex. D'accord, il est temps de te révéler un petit secret. Astrolab n'a pas qu'un seul rover, ils en ont deux. Et leur autre rover partira sur la Lune plus tard cette année. C'est en fait une évolution très récente. En juillet dernier, la National Aeronautics and Space Administration a annulé la mission du rover Viper prévue pour décembre 2025 sur la Lune. Cela a libéré une place sur l'atterrisseur Griffin. Nous avions environ 1 an pour passer de la signature du contrat de lancement à la livraison du rover au Cap. Lors de la signature, il n'y a pas eu de retournement. Il n'y avait pas de conception. Ouais, donc Jarrett m'a appelé. Il m'a dit, on a une opportunité d'aller sur la Lune dans 1 an. Il m'a demandé si je pouvais concevoir un rover qui prend toutes les pièces, les bons éléments qu'on a de lifetime value et les intégrer dans un châssis similaire à celui du rover martien ou lunaire que la National Aeronautics and Space Administration a annulé, Viper. Alors ils se sont mis au travail. Avec un peu plus d'1 an pour construire un rover à partir de zéro afin de respecter la date limite, ils ont examiné toutes les pièces dont ils disposaient et ont décidé de prendre tous les meilleurs composants de Flex et de les intégrer dans un cadre plus petit. Ouais, donc voici notre version de test terrestre du rover Flip. Ouais, d'accord. Voici notre rover Flop. Nous avons Flip et Flop. Flip-flop? Flop est notre rover de test. D'accord. L'objectif principal de Flip pour nous est vraiment d'améliorer beaucoup de nos technologies qui seront intégrées dans Flex. Bien sûr. Voici les pneus grandeur nature qui seront montés sur Flex. Ici, vous voyez un actionneur de roue à l'échelle réelle. Donc, ils sont largement surdimensionnés pour les besoins de ce rover. Je vois. Mais vous voulez les tester? Dans certaines situations. Pour obtenir autant de données que possible pour Flex. Ouais, nous allons bientôt commencer les tests d'évacuation. Une des parties délicates de la mission est de descendre de l'atterrisseur au sol. Voici une maquette de l'atterrisseur Griffin, ou du moins des parties qui nous intéressent. Oui, bien sûr. Donc le rover commencera là-haut. En haut? En haut. D'accord. Et c'est un peu plus haut que la surface de la Lune qui sera approximativement ici. C'est la dernière partie où ces rampes sont à 75 degrés. C'est très raide. Oui, tu as raison, c'est presque vertical, oui. Depuis, ils ont effectivement fait ce test. Ils ont essentiellement utilisé les sangles pour descendre en rappel du modèle d'atterrisseur. Et ça s'est bien passé. Si le lancement est à l'heure,
Flip fera aussi cette descente en rappel sur la Lune en décembre. Comment quitter Astrolabe sans voir le vrai rover qui ira sur la Lune? Nous sommes donc allés dans la salle blanche. Mais d'abord, nous devions nous habiller. Oui, celles-ci sont bien. Quelqu'un doit travailler dans la mode chez Astrolabe. Voici notre salle d'intégration des rovers. Ce que vous voyez ici, c'est en fait le châssis de vol du rover Flipper. Donc, ce châssis va aller sur la Lune. D'accord, ah, ouais, oui. Et donc, quand celui-ci partira-t-il pour aller à Cap Canaveral? On vise, vous savez, vers la fin de l'année. Donc, idéalement, autour de novembre. Leur souci du détail et leurs tests étaient honnêtement inspirants. Je commençais vraiment à comprendre à quel point il est difficile de construire quelque chose qui va aller sur la Lune. Et tout semblait dépendre de ce problème principal, la température. Le principal défi du Lifetime Value est la gestion thermique. La Lune traverse, vous savez, des cycles jour-nuit qui durent 2 semaines, n'est-ce pas? 2 semaines de soleil ininterrompu, puis 2 semaines d'obscurité totale. Oui, donc la Lune est très intéressante dans le sens où elle n'a pas d'atmosphère. Comme Mars a une atmosphère, donc c'est presque facile, alors que la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Donc si tu es dans la chaleur, si tu es au soleil, tu as très chaud. Si tu es à l'ombre, tu as très froid. Oui, donc c'est vraiment intéressant. Donc ce côté du rover pourrait être vraiment chaud. Ce côté du rover va être vraiment froid. Tu risques d'avoir des torsions étranges dans le châssis. Donc tous ces supports sophistiqués que tu vois ici servent à permettre au châssis de se tordre, mais sans tordre l'avionique. Donc si certaines parties du rover peuvent être vraiment chaudes alors que d'autres sont glaciales en même temps, comment fais-tu pour éviter que les choses ne cassent? Tout ici concerne l'isolation thermique. On appelle ça le chauffe-hot dog. On a ajouté une isolation intérieure pour préserver les batteries. Comme l'a mentionné Jarrett, les nuits lunaires durent 2 semaines sans interruption à moins 230 degrés Celsius. Flex doit survivre aux longues nuits lunaires. Au pôle sud, il affronte des variations de température extrêmes. Il pourrait être assis au bord d'un cratère, avec un côté de Flex à 130 degrés Celsius en plein jour, et l'autre à moins 250 degrés Celsius dans l'ombre. Il fait bien plus froid qu'en Antarctique, sans convection d'air pour atténuer ces écarts. Tous les matériaux sur Flex doivent en tenir compte. Le caoutchouc ne fonctionne pas dans ces conditions, il devient cassant comme du verre. Les métaux se déforment et se plient, tout doit être pris en compte. La Lune étant en rotation synchrone avec la Terre, les nuits lunaires dépassent souvent 100 heures. Flex, dépendant de l'énergie solaire, doit donc survivre à ces nuits. Les batteries en stockent suffisamment d'énergie pour permettre à Flex de dormir en chauffant ses systèmes essentiels jusqu'à ce que le soleil se lève à nouveau. Un magnifique exemple d'ingénierie moderne qui hiberne pendant la nuit lunaire. Le véritable grand atout pour Astrolabe est que Flex est un rover modulaire multimission. Ces véhicules seront la colonne vertébrale de la logistique lunaire. Mais les véritables économies résident vraiment dans la modularité, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. L'histoire des rovers a toujours été très personnalisée. Vous savez, on fait une mission vers Mars une fois par décennie, on y consacre plusieurs milliards de dollars et elle atterrit avec toutes les capacités qu'elle aura jamais. Et c'est une capacité fixe. Notre approche ici est d'avoir une capacité évolutive. Donc, grâce aux interfaces modulaires, grâce à la capacité de prendre et de déposer des outils et du fret, on peut essentiellement servir un large éventail de clients et de cas d'utilisation et le faire évoluer au fil du temps pour en tirer de plus en plus d'utilité, de plus en plus de valeur. Puisque la plateforme est modulaire, vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous le souhaitez. En fait, en 2021, Astrolabe a travaillé avec le Jet Propulsion Laboratory pour démontrer un concept de rover marsupial. Ils ont utilisé Flex pour transporter le rover Axel du Jet Propulsion Laboratory et simuler l'exploration d'un cratère sur la Lune. Flex a déployé le petit rover pour explorer les zones du cratère inaccessibles pour lui. Le rover peut agir comme vaisseau mère pour de petits robots explorant la Lune de façon autonome. Leur travail sur ces rovers est crucial alors que les États-Unis se préparent à la prochaine course à l'espace face à la Chine et la Russie. L'an dernier, la Chine et la Russie ont signé un accord pour construire un réacteur nucléaire de 100 kW sur la Lune d'ici 2035. Les États-Unis ont répondu qu'ils installeraient un réacteur sur la Lune dès 2030, devançant ainsi de 5 ans. Pourquoi tant de précipitation? Le chef par intérim de la National Aeronautics and Space Administration l'a expliqué. Ils veulent revendiquer la meilleure partie de la Lune pour les États-Unis.
Même si le traité sur l'espace extra-atmosphérique interdit la possession de la Lune, le premier arrivé au pôle Sud pourrait protéger sa base et refuser l'accès aux ressources comme l'eau aux autres. Donc si les États-Unis veulent gagner la prochaine course à l'espace, ils auront besoin de technologies comme Flex pour accomplir cette mission. Très cool. Allons à la Lune